Vous ne comprenez rien au moteur. L'homme d'affaires millionnaire se moqua de l'enfant devant tout le monde. Mais quand le projet de 50 millions fut sur le point de s'effondrer, cet enfant fut son unique salut. Dégagez de là avant de tout ruiner. La voix de Laurent Dubois résonna dans le hangar industriel comme un coup de tonnerre. Ses chaussures italiennes claquaient sur le sol en béton, tandis qu'il avançait furieusement vers la plateforme où un enfant de 11 ans observait attentivement le moteur le plus cher que l'entreprise avait construit en 20 ans. Qui diable a laissé entrer un morveux ici? Mathieu Leclerc ne bougea pas. Ses yeux noisettes restèrent fixés sur le moteur Bouygues turbo-compressé qui reposait sur la plateforme d'essai, entouré de moniteurs et de capteurs clignotant de lumière d'avertissement rouge. Il portait un t-shirt usé et un pantalon légèrement trop grand. Mais sa posture était celle de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il regardait. « Monsieur Dubois, l'enfant ne fait qu'observer. » Hélène Leclerc tenta d'expliquer en essuyant nerveusement ses mains sur son tablier de nettoyage. Elle travaillait depuis 2 ans chez Innovoto France comme personnel d'entretien et n'avait jamais vu son patron aussi agité. « C'est mon fils. Je l'ai emmené parce que je n'ai personne pour le garder aujourd'hui. » « Votre fils ?» Laurent l'interrompit d'un rire empreint de mépris. « Hélène, je vous ai embauché pour nettoyer les sols, pas pour transformer mon entreprise en crèche. C'est un projet de 50 millions d'euros, pas un parc d'attractions. » Autour de la plateforme, plus de 30 ingénieurs, techniciens et cadres observaient la scène. Certains détournaient le regard, mal à l'aise, d'autres murmuraient entre eux. L'ambiance dans le hangar était tendue depuis des heures. Le moteur, conçu pour la nouvelle supercar qui mettrait Innovoto sur la carte internationale, présentait des défaillances que personne ne pouvait expliquer. Les essais devaient être terminés ce jour même pour présenter les résultats au consortium japonais qui avait investi des millions dans le projet. « Maman, le problème est dans le système de synchronisation. » Mathieu parla pour la première fois. Sa voix claire mais respectueuse désigna du doigt une section spécifique du moteur. La soupape d'échappement du cylindre 3 ne se ferme pas au bon moment, c'est pourquoi les lectures de température sont incohérentes. Le silence qui suivit fut absolu. Même les machines semblèrent s'arrêter de ronronner un instant. Laurent Dubois resta paralysé, traitant ce qu'il venait d'entendre. Puis il éclata d'un rire qui résonna dans tout le hangar. « Vous avez entendu ça? L'enfant croit qu'il s'y connaît en moteur. » Il se tourna vers ses ingénieurs, cherchant des complices pour sa moquerie. « Nous avons 11 ans d'expérience automobile ici. » Les ingénieurs rirent nerveusement, certains plus forts que d'autres, surtout ceux qui voulaient gagner les faveurs du patron. Philippe Moreau, le directeur de production, s'approcha en tapotant le dos de Laurent. « Patron, les enfants d'aujourd'hui regardent des vidéos sur Internet et se croient experts. » « Exactement. » Laurent continua à savourer le moment. Il s'agenouilla devant Mathieu avec un sourire moqueur, lui parlant comme à un bébé. « Écoute, champion, ce sont de vrais moteurs, pas les petites voitures jouets que tu as à la maison. Pourquoi n'irais-tu pas avec ta maman et la laisserais-tu travailler pendant que les adultes résolvent des problèmes d'adultes ?» Mathieu garda son calme, mais ses yeux s'humidifièrent légèrement, non pas à cause des paroles de Laurent, mais à cause de la honte qu'il voyait sur le visage de sa mère. Hélène serrait si fort son chiffon de nettoyage que ses jointures étaient devenues blanches. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît ?» Hélène murmura en prenant la main de son fils. « Nous partons, cela ne se reproduira plus. Attendez. » Gabriel Lambert, l'ingénieur en chef du projet, s'approcha en s'essuyant les mains graisseuses sur un chiffon. C'était un homme d'une 50aine d'années aux tempes grises et à l'expression perpétuellement fatiguée. « Qu'avez-vous dit à propos du cylindre 3, jeune homme? »« Gabriel, ne me dis pas que tu vas perdre du temps avec ça. » Laurent le regarda incrédule. « Nous cherchons le problème depuis 7 heures. » Gabriel répondit fermement. « Et cet enfant vient de mentionner spécifiquement le cylindre 3, qui est exactement là où les lectures ont été les plus erratiques. »« C'est une coïncidence. » Laurent gesticula, exaspéré. Il a probablement entendu quelqu'un mentionner le cylindre 3 et il répète bêtement « Personne n'a mentionné le cylindre 3 à voix haute. » Intervint Sophie Martin, l'assistante technique, en révisant ses notes. « Nous nous sommes tous concentrés sur le système d'injection car les premières lectures le suggéraient. » L'ambiance changea subtilement. Certains ingénieurs se regardèrent avec une curiosité sincère. D'autres restaient sceptiques, les bras croisés. « Mathieu !» Gabriel s'agenouilla devant l'enfant, ignorant le regard furieux de Laurent. « Comment sais-tu cela à propos du cylindre 3 ?»« Hi !» Par le schéma de vibration, expliqua Mathieu, sa voix gagnante en assurance. Quand le moteur accélère, il y a une vibration anormale, tous les 4 temps. Cela signifie que l'un des cylindres ne termine pas son cycle correctement. Et d'après l'emplacement du capteur de température qui affiche des lectures erratiques sur le moniteur 3, ça doit être le cylindre 3 car c'est le seul dans cette zone thermique. Gabriel cligna des yeux plusieurs fois. L'explication était techniquement solide. Trop solide pour un enfant de 11 ans. « Où as-tu appris cela ?»
demanda-t-il, sincèrement intrigué. « Mon papa me l'a appris », Mathieu répondit. Et pour la première fois, sa voix trembla légèrement. Avant qu'il ne meure, Hélène ferma les yeux, retenant ses larmes. Cela faisait 3 ans qu'ils avaient perdu Xavier, son mari, mécanicien autodidacte toute sa vie, qui avait passé chaque après-midi libre à enseigner à son fils tout ce qu'il savait sur les moteurs. Que c'est émouvant, Laurent interrompit avec sarcasme. Mais ce n'est pas un garage de quartier. C'est un moteur de compétition avec une technologie de pointe. On ne le répare pas avec les techniques de ton papa, le mécanicien. La cruauté de ces mots coupa l'air comme un couteau. Plusieurs ingénieurs détournèrent le regard, mal à l'aise avec le niveau de cruauté de leur patron, mais personne ne dit rien. Laurent Dubois était connu pour licencier quiconque le contredisait. « Monsieur Dubois », Hélène parla d'une voix tremblante mais ferme. « Mon mari était un excellent mécanicien. Il a travaillé en compétition de rallye pendant 15 ans. » « Rallye ». Laurent lâcha un rire. « C'est jouer dans la boue, ma chère. Ici, c'est de l'ingénierie de précision allemande. » « Ingénierie allemande qui ne fonctionne pas depuis 7 heures, » murmura quelqu'un parmi les ingénieurs. Ce n'était pas assez bas. Laurent se tourna, cherchant le coupable, le visage rougi de fureur. « Qui a dit ça ? Qui ?» Personne ne répondit. Le hangar était si silencieux qu'on pouvait entendre le ronronnement des ventilateurs de refroidissement. « Écoutez », Laurent s'adressa à toute l'équipe, retrouvant son calme, mais avec un sourire dangereux. « Nous sommes tous clairement fatigués. Nous travaillons depuis des heures et nous écoutons maintenant des conseils d'ingénierie d'un enfant. » Il fit une pause dramatique. « Alors rendons cela intéressant. » Il sortit son portefeuille et en retira plusieurs billets. Il les compta délibérément, s'assurant que tout le monde voit le montant. « 5 000 €, annonça-t-il en montrant l'argent. « 5 000 € en espèces pour celui qui résoudra ce problème dans l'heure qui suit. » Les ingénieurs murmurèrent avec enthousiasme. 5 000 € représentaient presque 3 mois de salaire pour beaucoup d'entre eux. Mais il y a une condition, Laurent continua, souriant malicieusement en regardant directement Mathieu. Si le jeune génie est si sûr de son diagnostic, qu'il nous le prouve. S'il a raison sur le cylindre 3, je lui donne l'argent. Monsieur Dubois, ce n'est pas... Hélène tenta de protester. Ce n'est pas quoi ? Juste ? Laurent l'interrompit. Je crois que c'est très juste. Votre fils vient ici, interrompt un projet de millions, fait des diagnostics comme s'il était ingénieur. S'il est aussi intelligent qu'il en a l'air, qu'il le prouve. Et s'il se trompe, il fit une pause, laissant le suspense grandir. S'il se trompe, vous êtes licencié pour avoir apporté des distractions sur le lieu de travail. À Lomé, le hangar explosa en murmures. Cela avait cessé d'être une simple discussion pour devenir un spectacle cruel. Hélène pâlit, sentant ses jambes trembler. Elle avait désespérément besoin de ce travail. Le salaire leur suffisait à peine pour couvrir le loyer et la nourriture, mais sans lui, elle et Mathieu finiraient à la rue. « C'est injuste !» Gabriel protesta. « L'enfant n'a pas demandé ça. La vie est injuste, Gabriel. » Laurent répondit froidement. « Et c'est mon hangar, mes règles. » Il regarda Mathieu avec dédain. « Que dis-tu, champion ? Es-tu assez sûr de ton diagnostic pour risquer le travail de ta maman ?» Tous les yeux se braquèrent sur l'enfant de 11 ans qui portait désormais une responsabilité qu'aucun adulte ne devrait lui imposer. Mathieu regarda sa mère, vit les larmes qu'elle tentait de retenir, vit la peur dans ses yeux, puis il regarda le moteur. La machine complexe que tous les ingénieurs diplômés n'avaient pas pu réparer. « Non, Mathieu !» Hélène murmura en lisant la détermination dans les yeux de son fils. « Tu n'as rien à prouver, maman. » Mathieu serra sa main. « Papa m'a appris que quand tu sais que quelque chose ne va pas, tu dois le dire, même si tu as peur. » « Quel courage !» Laurent applaudit lentement. Son sarcasme était palpable. « Le petit héros qui va sauver la situation. Ça va être amusant. J'accepte. » Mathieu dit d'une voix claire, bien que ses mains tremblaient légèrement, mais à une condition. Laurent leva un sourcil, surpris par l'audace. « Tu poses des conditions ? Si j'ai raison et que le problème est dans le cylindre 3, vous ne me donnez pas seulement l'argent, vous vous excusez aussi auprès de ma maman pour l'avoir si mal traitée toutes ces années. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne, absolument personne, n'avait parlé ainsi à Laurent Dubois dans sa propre entreprise. Les ingénieurs retinrent leur souffle, attendant l'explosion, mais Laurent se contenta de sourire, un sourire froid et calculateur. Marché conclu. Et quand tu auras tort et que ta mère perdra son travail, tu te souviendras de ce moment comme de la fois où ton arrogance infantile a ruiné ta vie. Laurent, c'est trop. Gabriel tenta d'intervenir une fois de plus. C'est un accord volontaire entre deux parties. Laurent le coupa. L'enfant a accepté. Les témoins sont ici. Il regarda autour du hangar. Tout le monde a entendu. Le jeune génie va diagnostiquer notre moteur. Ça va être mieux que la télévision. Mathieu lâcha la main de sa mère et s'approcha de la plateforme. Gabriel, voyant qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter cela,
soupira résigné et lui offrit une paire de gants de sécurité. « Si tu dois le faire, au moins fais-le avec protection. » L'enfant mit les gants qui lui étaient énormes sur ses petites mains. Il s'approcha du moteur avec un respect qui surprit plusieurs ingénieurs. Il ne le toucha pas immédiatement. Il l'observa d'abord sous différents angles, comme s'il lisait quelque chose d'invisible aux autres. « Puis-je demander d'allumer le moteur ?» demanda-t-il. « L'allumer ?» Philippe Moreau protesta. « Nous essayons depuis des heures de ne pas l'allumer pour ne pas causer plus de dommages. »« J'ai besoin de l'écouter, » expliqua Mathieu. « Les moteurs parlent si vous savez écouter. Mon papa disait ça. »« Oh mon Dieu !» Laurent leva les yeux au ciel. « Les moteurs parlent. Parfait. Ensuite, il va me dire qu'il chante des berceuses. » Certains ingénieurs rirent, mais le rire était forcé. Il y avait quelque chose dans le sérieux de l'enfant qui commençait à susciter une curiosité sincère. « Gabriel, allume-le !» Laurent ordonna avec un sourire. « Donnons à l'enfant ce qu'il demande. Quand le moteur explosera à cause de sa stupidité, ce sera encore plus amusant. »« Le moteur n'explosera pas si nous le maintenons à bas régime, » murmura Gabriel. Il activa néanmoins les protocoles de sécurité. Tout le monde recule de 5 mètres. Activation du système d'allumage. Le hangar se remplit du rugissement du moteur Buick. C'était un son puissant, agressif, le genre de son qui faisait trembler la poitrine. Mais pour des oreilles entraînées, il y avait quelque chose de discordant, une fausse note dans une symphonie mécanique. Mathieu ferma les yeux, se concentrant entièrement sur le son. Son visage montrait une concentration absolue, bloquant les rires nerveux, les murmures sceptiques, la pression des 30 adultes l'observant comme un animal dans un zoo. Après 30 secondes, il ouvrit les yeux. « Éteignez-le » Gabriel obéit. Le silence qui suivit fut presque aussi assourdissant que le moteur. « C'est le cylindre 3 » Mathieu confirma avec une certitude absolue. « Mais ce n'est pas la soupape d'échappement comme je l'avais pensé initialement. »« C'est pire. »« Pire ?» Gabriel s'approcha, son scepticisme commençant à se transformer en curiosité professionnelle. « Il y a une fracture microscopique à la base du piston. Elle n'est pas visible sur les caméras car elle se trouve dans un angle mort. Mais je peux entendre le piston perdre sa compression au point mort haut. C'est pourquoi la soupape ne se ferme pas correctement. Ce n'est pas un problème de synchronisation, c'est un problème structurel. » Le visage de Gabriel pâlit. Si l'enfant avait raison, il n'était pas face à un défaut de réglage qui pouvait être réparé en 1 heure. C'était un défaut de fabrication qui nécessiterait de démonter tout le moteur et éventuellement de refaire le piston à zéro. « C'est impossible de savoir ça juste en écoutant », Philippe protesta, bien que sa voix manquait de conviction. « Mon papa pouvait diagnostiquer une fracture de bielle juste au son. » Mathieu dit doucement. « Il m'a appris comment. Il disait que les moteurs disent toujours la vérité si on fait attention. »« C'est ridicule !» Laurent intervint, bien que sa confiance commençait à montrer des fissures. « Gabriel, démonte le cylindre 3 et prouve à cet enfant qu'il invente des histoires. »« Wafogens !» Laurent, si ce qu'il dit est vrai, c'est grave. Gabriel répondit, se dirigeant déjà vers la boîte à outils. Une fracture dans le piston signifie que toute la ligne de production pourrait être compromise. Et si ce n'est pas vrai, cela signifie que nous avons perdu 1 heure à écouter un enfant. Laurent rétorqua. « Fais-le vite. » Ce qui suivit fut 45 minutes de tension absolue. Gabriel, assisté par 2 ingénieurs seniors, commença le processus méticuleux de démontage de la culasse du moteur pour accéder au cylindre 3. Chaque pièce était retirée avec le soin d'un chirurgien, chaque étape documentée par des photographies. Mathieu observait de la distance que sa mère l'obligeait à maintenir, mais ses yeux ne quittaient pas le processus. Hélène lui avait passé un bras autour des épaules, plus pour se réconforter elle-même que pour le réconforter lui. « Mon chéri, peu importe ce qui arrive, » elle murmura. « Je suis fier de toi. On va s'en sortir, maman. » Mathieu répondit, bien que sa voix trembla légèrement. « Papa m'a bien appris. » Laurent faisait les 100 pas, regardant sa montre toutes les 2 minutes. Il avait appelé le consortium japonais pour les informer que les essais seraient retardés pour des ajustements techniques mineurs. Si cela s'avérait vrai, s'il y avait réellement un problème structurel dans les pistons, le scandale serait monumental. « Gabriel, tu en es où ?» demanda-t-il avec impatience. « Presque, » Gabriel répondit, la voix tendue. Il utilisait un boroscope, une minuscule caméra qui permettait d'inspecter l'intérieur du piston sans le démonter complètement. « Donne-moi 1 minute pour... » Il s'arrêta brusquement. Son visage, visible sur le moniteur qui transmettait l'image du boroscope, perdit toute couleur. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Laurent s'approcha en courant. Gabriel ne répondit pas immédiatement. Il agrandit l'image sur le moniteur, ajusta le contraste, vérifia sous un autre angle, puis se redressa lentement, regardant Mathieu comme s'il voyait un fantôme. « Il y a une fracture », annonça sa voix presque inaudible. «
exactement là où l'enfant a dit, une fracture microscopique à la base du piston dans un angle mort des caméras. C'est presque invisible, mais elle est là. Le hangar explosa. Des ingénieurs coururent vers le moniteur pour vérifier. Philippe Moreau resta paralysé, bouche bée. Sophie Martin couvrit sa bouche de ses deux mains, les yeux grands ouverts. Et Laurent Dubois, l'homme d'affaires millionnaire qui avait passé la dernière heure à humilier un enfant de 11 ans, resta complètement immobile, voyant comment son monde soigneusement construit commençait à s'effondrer parce qu'un enfant en t-shirt usé venait de faire quelque chose que 30 ingénieurs diplômés n'avaient pas réussi. Et tous, absolument tous dans ce hangar, venaient d'assister à quelque chose qui changerait tout pour toujours. Le silence dans le hangar était si dense qu'il semblait solide. 30 paires d'yeux alternaient entre le moniteur affichant la fracture microscopique et l'enfant de 11 ans qui venait de diagnostiquer quelque chose qui avait échappé à toute la technologie de pointe d'Innovoto. France. Laurent Dubois restait paralysé devant le moniteur. Son visage était passé du rouge furieux à un blanc cadavérique. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il essayait de traiter ce qu'il voyait. La fracture était si petite, si parfaitement située dans l'angle mort des caméras, que toute analyse visuelle normale l'aurait complètement manqué. Ça ne peut pas être, murmura-t-il finalement. Sa voix avait perdu toute l'arrogance qui la caractérisait. Gabriel, vérifie à nouveau. Ça doit être une erreur du boroscope. Gabriel Lambert ne répondit pas immédiatement. Il était trop occupé à prendre des mesures, des photos supplémentaires, à confirmer sous tous les angles possibles. Quand il se redressa finalement et regarda son patron, il y avait quelque chose dans ses yeux que Laurent n'avait jamais vu auparavant. Une profonde déception. Ce n'est pas une erreur, Gabriel dit d'une voix ferme. La fracture est réelle, Laurent. Et d'après les caractéristiques de la fissure, je dirais qu'elle est apparue pendant le processus de fonderie. Cela signifie que potentiellement, tous les pistons de cette série pourraient être compromis. Tous ? Philippe Moreau hurla presque la question. Gabriel, ce sont 200 moteurs déjà assemblés, 50 millions d'euros de production. Endavenay, 50 millions qui sont sur le point de devenir de la ferraille, si nous n'agissons pas immédiatement. Gabriel répondit, se dirigeant déjà vers son ordinateur. Je dois contacter la fonderie de Mulhouse tout de suite. Les ingénieurs explosèrent en conversations urgentes. Certains couraient vers leur poste de travail. D'autres passaient des appels frénétiques. Le projet qui devait être le triomphe d'Innovoto s'était transformé en cauchemar en quelques secondes. Et au milieu de tout ce chaos, Mathieu restait aux côtés de sa mère, observant le monde adulte s'effondrer autour de lui. Hélène l'étreignait fort, pleurant silencieusement contre ses cheveux. Ce n'était pas des larmes de tristesse, mais d'une fierté accablante mêlée de terreur pour ce qui allait suivre. Monsieur Dubois, la voix de Sophie Martin coupa le bruit. Elle tenait sa tablette avec une expression grave. Le consortium japonais est en ligne. Ils veulent savoir pourquoi les essais ont été interrompus. Laurent la regarda comme si elle avait parlé une autre langue. Son cerveau semblait incapable de traiter plusieurs crises simultanément. Dis-leur que, dites la vérité. Mathieu parla, sa voix claire même si c'était à peine un murmure au milieu du chaos. Mon papa disait que mentir sur les problèmes mécaniques ne fait que les aggraver. Tous les regards se fixèrent sur l'enfant. Laurent l'observa avec une expression impossible à déchiffrer. Il était passé de l'arrogance à l'incrédulité et semblait maintenant être quelque part entre la honte et une fureur impuissante. Ton papa. Laurent trouva finalement sa voix, bien qu'elle fût brisée. Ton papa, le mécanicien de quartier qui... Mon papa, le mécanicien, qui a sauvé 3 vies en diagnostiquant une défaillance de frein sur une voiture de rallye quelques minutes avant une course. Mathieu l'interrompit, et pour la première fois, il y avait de l'acier dans sa voix enfantine. Mon papa, qui a été reconnu par la Fédération internationale de l'automobile, FIA, pour sa contribution à la sécurité automobile. Mon papa, qui est mort en essayant de réparer la voiture d'un voisin pauvre qui n'avait pas d'argent pour l'emmener dans un garage officiel. Le hangar redevint silencieux. Gabriel arrêta de taper. Philippe resta avec le téléphone à mi-chemin de son oreille. Même Sophie, qui avait été témoin d'innombrables drames corporatifs, sentit sa gorge se serrer. Hélène sanglota plus fort, se souvenant du jour où la police était venue à leur porte. Xavier était sous une voiture soulevée, avec un cric hydraulique défectueux. Le voisin n'avait pas d'argent pour des équipements professionnels. Xavier le savait, mais il avait accepté d'aider quand même, car c'est ainsi que les choses se font entre gens décents. Le cric avait cédé. Il n'a jamais su ce qui l'avait frappé. « Mathieu, mon chéri ». Hélène murmura en essayant de le calmer, mais son fils avait trouvé une voix qu'il avait gardée silencieuse pendant 3 ans. « Vous vous moquez de mon papa depuis 1 heure. » Mathieu continua, regardant directement Laurent avec une intensité qui ne devrait pas exister chez un enfant de 11 ans. « Vous l'avez appelé mécanicien de quartier. Vous avez dit qu'il ne faisait que jouer dans la boue. Vous vous êtes moqué de tout ce qu'il m'a appris.
mais je viens de faire quelque chose qu'aucun de vos ingénieurs diplômés n'a pu faire. Mathieu, Laurent tenta de parler, mais les mots ne vinrent pas. Et je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent. Je l'ai fait parce que ma maman a besoin de ce travail. Je l'ai fait parce que j'ai appris de mon papa que quand tu vois quelque chose qui ne va pas, tu le dis, même si les gens se moquent de toi. La voix de l'enfant se brisa légèrement. Je l'ai fait parce que ce moteur aurait échoué au premier essai de vitesse et quelqu'un aurait pu mourir, tout comme mon papa est mort. L'impact de ces mots frappa le hangar comme une vague physique. Plusieurs ingénieurs durent détourner le regard, incapables de supporter le poids de la vérité qui venait d'être lancée à leur visage. L'enfant qu'ils avaient considéré comme un divertissement, comme une blague, venait de les sauver d'un désastre qui aurait pu coûter non seulement des millions, mais des vies. Philippe Moreau fut le premier à réagir. Il s'approcha lentement de Mathieu, s'agenouilla devant lui et tendit sa main. « Tu as raison, jeune homme, et j'étais l'un de ceux qui ont ri. Je suis désolé. » Mathieu regarda la main tendue, puis Philippe et après un moment qui sembla éternel, il la serra. « Moi aussi, » dit Antoine Durand, l'un des ingénieurs seniors qui avait été particulièrement bruyant dans ses moqueries. « Ton père t'a bien appris. Nous, avec tous nos diplômes, avons failli tuer quelqu'un par arrogance. Un par un, les ingénieurs commencèrent à s'approcher. Certains demandaient pardon directement, d'autres se contentaient d'acquiescer avec un respect sincère. C'était comme voir un mur de préjugés s'effondrer en temps réel, mais tous ne participèrent pas. Laurent Dubois restait debout près du moniteur, regardant la fracture qu'un enfant avait trouvée en écoutant seulement. Son empire corporatif, bâti sur l'image d'excellence et de supériorité, venait d'être renversé par un enfant en vêtements usés qui avait appris de son père dans un garage de quartier. Laurent, Gabriel s'approcha de son patron, parlant à voix basse mais ferme. « Nous devons prendre des décisions. Les Japonais attendent et chaque minute qui passe. »« Je sais. » Laurent le coupa. Sa voix était un murmure rauque. Il passa ses deux mains dans ses cheveux, défaisant la coiffure parfaite qu'il maintenait toujours. Quand il regarda finalement Mathieu, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas exactement de l'humilité, mais l'arrogance aveugle avait été remplacée par quelque chose de plus complexe. Il s'approcha lentement. Chaque pas semblait lui coûter un effort monumental. Les ingénieurs s'écartèrent, créant un chemin entre le cadre et l'enfant. Hélène serra instinctivement son fils contre elle, comme si elle voulait le protéger de ce qui allait arriver. Laurent s'arrêta devant eux un long moment. Il les regarda simplement. Puis, à la surprise de tout le monde, il s'agenouilla, se mettant à la hauteur de Mathieu. « Tu avais raison, surtout, dit-il. » Et sa voix tremblait, « sur le moteur, sur ton père, sur moi. » Hélène retint son souffle. Ce n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Elle s'attendait à de la fureur, un licenciement immédiat. Être même qu'on les escorte hors du bâtiment. Mais pas ça. Ton père était un homme meilleur que moi. Je ne le serai probablement jamais. Laurent continua. Chaque mot semblait être arraché d'un endroit profond et douloureux. Il t'a appris à écouter, à observer, à penser. Moi, je n'enseigne à mes employés qu'à craindre. Mathieu ne répondit pas immédiatement. Il étudia le visage de l'homme qui avait humilié sa mère, qui avait insulté la mémoire de son père. Sur ce visage, il vit quelque chose qu'il reconnut, car il l'avait vu dans le miroir après la mort de son père. La douleur. « Monsieur Dubois », Mathieu dit doucement, « mon papa m'a aussi appris que nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est ce que nous faisons après les avoir commises. » Laurent ferma les yeux et à la stupéfaction de tous, une larme roula sur sa joue. L'homme d'affaires millionnaire, l'homme qui avait construit un empire automobile et qui ne montrait jamais de faiblesse, pleurait devant 30 employés. « Hélène » s'adressa-t-il à la mère de Mathieu, sa voix à peine audible. « Vous m'avez demandé de ne pas maltraiter votre fils, mais je ne l'ai pas seulement maltraité lui. Je vous ai maltraité vous pendant 2 ans. Je vous ai traité comme si vous étiez invisible, comme si vous n'aviez aucune importance. » Hélène ne savait pas quoi dire. Elle avait rêvé de ce moment, que son patron reconnaisse son humanité, mais maintenant que cela se produisait, c'était irréel. « J'ai fait un marché. » Laurent continua en se redressant, mais sans se lever. « Un marché dont j'aurai honte le reste de ma vie. J'ai parié le travail d'une mère célibataire sur l'intuition de son fils de 11 ans. Quel genre d'homme fait ça? Le genre d'homme qui peut encore changer. » Gabriel intervint doucement. Il connaissait Laurent depuis 15 ans et ne l'avait jamais vu ainsi. S'il choisit de le faire, Laurent hocha lentement la tête, puis se leva, sortit à nouveau son portefeuille, en retira les 5 000 € qu'il avait utilisés pour se moquer, et les offrit à Mathieu. « Un marché est un marché, dit-il. Tu as gagné cela honnêtement. » Mathieu regarda l'argent. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. 5 000 € paierait le loyer pendant des mois, achèterait de la nourriture, être même aiderait avec les dettes d'hôpital qu'ils avaient encore de la dernière année de son père. Mais au lieu de prendre l'argent, il regarda sa mère. Hélène lut la question dans ses yeux,
Et, même si chaque fibre de son être lui criait de prendre cet argent, elle hocha lentement la tête, laissant son fils décider. « Gardez votre argent », Mathieu dit finalement, « mais tenez votre autre partie du marché. » L'autre partie? Laurent cligna des yeux, confus. Il m'a demandé de m'excuser auprès de ma maman pour toutes ces années. Le hangar était si silencieux qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes. Laurent regarda Hélène, et pour la première fois, il la vit vraiment. Non pas comme la femme qui nettoyait les sols, non pas comme une employée sans importance, mais comme une personne, une mère célibataire qui avait perdu son mari et qui travaillait à 2 emplois pour élever son fils. Une femme qui arrivait tôt et partait tard, qui ne se plaignait jamais, qui maintenait les salles de bain plus propres que n'importe quel hôtel de luxe. Hélène Leclerc. Laurent prononça son nom complet pour la première fois. « Je vous dois des excuses qui vont au-delà des mots. Je vous ai traité comme si vous n'existiez pas. J'ai ignoré votre humanité, votre douleur, votre lutte. Et le pire, c'est que ce n'était pas seulement aujourd'hui, cela a été tous les jours pendant 2 ans. » Hélène sentit les larmes couler librement sur ses joues. Maintenant, ce n'était pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose de beaucoup plus complexe. C'était la douleur d'années d'invisibilité, enfin reconnue. C'était la validation que sa souffrance avait été réelle, non imaginée. « Vous ne méritiez rien de tout ça », Laurent continua. « Et votre fils, cet enfant extraordinaire que vous avez élevé seul, vient de sauver mon entreprise d'un scandale qui nous aurait détruits. Non seulement cela, il a probablement sauvé des vies. Et je l'ai traité comme... » Il ne put finir la phrase. Il se couvrit le visage de ses 2 mains, ses épaules tremblantes. Sophie Martin s'approcha avec une boîte de mouchoirs, les offrant d'abord à Hélène, puis à Laurent. C'était un petit geste, mais à ce moment-là, il sembla briser quelque chose dans l'ambiance. La tension commença à se transformer en quelque chose de différent. Pas exactement du pardon, mais peut être le début d'un chemin vers celui-ci. « Monsieur Dubois », Hélène trouva enfin sa voix. « J'accepte vos excuses, mais plus important encore, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. »« Quoi ? Mon fils n'a pas fait ça pour vous humilier. Il l'a fait parce qu'il a vu un problème et qu'il savait comment le résoudre. Parce que son père lui a appris que la connaissance doit servir à aider, pas à impressionner. » Laurent hocha la tête, absorbant chaque mot comme si c'était une leçon fondamentale qu'il avait manqué toute sa vie. « Et si vous voulez vraiment faire les choses correctement, » Hélène continua, sa voix gagnant en force. « Il ne s'agit pas d'argent ou d'excuses, il s'agit de la façon dont vous traiterez votre personnel à partir de maintenant, nous tous. » Elle regarda autour du hangar, vers les ingénieurs, les techniciens, même vers le personnel de nettoyage qui était apparu aux portes, attiré par l'agitation. « Chaque personne ici a une histoire. » Hélène dit. « Tous ont des connaissances, des talents, des vies en dehors de cet endroit. Les traiter comme des invisibles ne vous rend pas plus grand. Cela ne fait que vous rendre plus petit. » Le silence qui suivit fut différent de tous les précédents. Il n'était pas tendu ou inconfortable. Il était réfléchi. Chaque personne dans ce hangar traitait les mots d'une femme qui avait été ignorée pendant 2 ans, mais qui venait de donner la leçon de leadership la plus puissante que beaucoup d'entre eux aient jamais entendue. « Vous avez raison », Laurent parla finalement. « Et je ne sais pas comment réparer 2 ans de mauvais patrons en un jour, mais... » Il fut interrompu par le son aigu d'un téléphone. Sophie décrocha, écouta brièvement, et son visage pâlit. « Laurent, c'est urgent. Le directeur de la fonderie de Mulhouse dit qu'ils ont besoin de vous parler immédiatement à propos de quelque chose qu'ils ont trouvé dans les registres de qualité. » Le moment de vulnérabilité s'évapora instantanément, remplacé par la crise corporative qui les entourait toujours. Laurent se redressa, essuyant rapidement son visage, essayant de retrouver un peu de son calme professionnel. Qu'ont-ils trouvé ? Il n'a pas voulu le dire au téléphone, mais son ton, Laurent, semblait effrayé. Laurent prit le téléphone, s'éloignant de quelques pas. La conversation fut brève, mais intense. Son expression passa de sérieuse à horrifiée en quelques secondes. Quand il raccrocha, sa main tremblait visiblement. « Gabriel, j'ai besoin que tu viennes ici maintenant », ordonna sa voix tendue. L'ingénieur en chef s'approcha rapidement. Laurent lui montra quelque chose sur le téléphone, probablement un document ou une photographie qu'on lui avait envoyée. Gabriel lut et son visage perdit toute couleur. « Mon Dieu », murmura-t-il. « Combien ?»« Tous », Laurent répondit. « Tous les pistons de la série 8000. Et ce ne sont pas seulement des fractures. Il y a de la contamination dans l'alliage. » La conversation était suffisamment basse pour que la plupart ne puissent pas entendre les détails, mais la panique était évidente. Philippe s'approcha, puis Antoine, puis d'autres ingénieurs. Bientôt, il y eut un cercle de cadres chuchotant d'urgence. Mathieu, observant de loin avec sa mère, fronça les sourcils. Il y avait quelque chose dans la façon dont ils parlaient, dans leurs expressions, qui lui disait que c'était pire qu'une simple fracture. « Maman », murmura-t-il, « je crois qu'il y a plus de problèmes. » « Ce n'est pas notre affaire, mon chéri. » Hélène répondit. «
Mais même elle ne semblait pas convaincue. Tu as déjà fait ta part. Mais s'il y a de la contamination dans l'alliage, comment sais-tu que c'est de la contamination? Hélène le regarda surprise. Je peux lire un peu sur leurs lèvres. Et Monsieur Dubois a dit alliage. S'il y a des fractures et des problèmes avec l'alliage, cela signifie que le métal n'est pas pur. Papa m'a appris ça. À ce moment-là, Laurent se tourna vers la mère et le fils. Son expression était indéchiffrable. Mathieu, appela-t-il d'une voix ferme, mais non hostile. J'ai encore besoin de ton aide. Le hangar redevint silencieux. Les ingénieurs se regardèrent avec des expressions mêlant incrédulité et résignation. L'homme d'affaires millionnaire demandait de l'aide à l'enfant de 11 ans. Nous venons de découvrir que le problème est plus grand que nous le pensions, expliqua Laurent tandis que Mathieu et Hélène s'approchaient. La fonderie confirme qu'il y a de la contamination dans l'alliage d'aluminium, mais ils ne savent pas de quel type ni à quel niveau. Et sans cette information, ils ne peuvent pas savoir quels moteurs sont sûrs et lesquels ne le sont pas. Mathieu compléta la phrase. Exactement. Et avant que nous dépensions des millions en analyses de laboratoire qui prendraient des semaines, j'ai besoin de savoir. Laurent fit une pause comme si les mots suivants lui faisaient physiquement mal. J'ai besoin de savoir si ton père t'a appris quelque chose sur le diagnostic de contamination dans les alliages. Mathieu regarda sa mère, cherchant la permission. Hélène était partagée. D'un côté, son fils en avait déjà fait plus que suffisant. De l'autre, cela pourrait être une opportunité de changer complètement leur vie. Xavier avait une méthode. Hélène dit finalement, il l'appelait lecture par résonance. Il disait que le métal contaminé sonnait différemment du pur. Lecture par résonance, Gabriel s'approcha, intrigué. C'est une technique ancienne. Presque personne ne l'utilise plus, parce que personne ne sait la faire correctement, expliqua Mathieu. Cela demande l'oreille absolue et beaucoup de pratique. Mon papa a travaillé avec un maître fondeur du Mexique qui le lui a appris. Ensuite, il me l'a appris à moi. Laurent et Gabriel échangèrent des regards. C'était de la folie. Ils envisageaient de confier une analyse de millions d'euros à une technique ancienne et à un enfant. Mais ce même enfant venait de trouver une fracture que toute leur technologie de pointe avait manqué. « De quoi as-tu besoin ?» Laurent demanda finalement. Mathieu réfléchit un instant. « J'ai besoin de 3 pistons de différents lots de production et d'une pièce silencieuse. » « Sophie, organise ça immédiatement, » Laurent ordonna. Puis il regarda Mathieu avec une expression qui était moitié espoir, moitié désespoir. « Si tu peux faire ça, si tu peux nous aider à éviter une inspection complète qui nous coûterait des millions et des mois de retard, je vais essayer. » Mathieu dit simplement. C'est ce que mon papa aurait fait. Pendant qu'il préparait l'espace et apportait les pistons, personne dans ce hangar ne pouvait imaginer que ce qui allait arriver changerait non seulement le destin d'Innovoto France, mais révélerait un secret enfoui depuis des années. Un secret qui reliait Laurent Dubois à Xavier Leclerc d'une manière que personne, pas même Hélène, n'aurait pu imaginer. La salle d'essais acoustique était un cube parfait aux murs capitonnés, conçu pour éliminer tout écho ou interférence sonore. Mathieu était assis au centre, entouré de 3 pistons de différents lots de production, chacun marqué de codes indiquant son origine. Les lumières fluorescentes avaient été remplacées par un éclairage tamisé pour favoriser la concentration. Hors de la salle, derrière un épais panneau de verre, Laurent observait aux côtés de Gabriel et d'un groupe restreint d'ingénieurs seniors. Hélène était là aussi, se mordant la lèvre inférieure si fort qu'elle menaçait de saigner. Voir son fils de 11 ans porter la responsabilité de sauver un projet de 50 millions d'euros était une torture silencieuse. « Êtes-vous sûr qu'il peut faire ça ?» Laurent demanda à voix basse, sans quitter l'enfant des yeux. « Mon fils peut faire des choses extraordinaires. » Hélène répondit, sa voix tremblante mais fière. Xavier l'a entraîné depuis qu'il a 6 ans. Il disait que Mathieu avait un don. Laurent se crispa visiblement en entendant le nom de Xavier. Ses mains se serrèrent contre le verre, ses jointures blanchissant. Gabriel le remarqua, fronçant légèrement les sourcils. « Laurent, tu vas bien ?»« Allez, semble ici, je vais bien, » répondit-il trop vite, trop tendu. « J'ai juste besoin que ça marche. » Dans la salle, Mathieu avait fermé les yeux, pris le premier piston, le tint des 2 mains comme si c'était quelque chose de sacré, et le frappa doucement avec un petit outil métallique que Gabriel lui avait fourni. Le son produit était aigu, clair, résonnant dans l'espace silencieux. L'enfant inclina la tête, écoutant non seulement avec ses oreilles, mais avec tout son être. C'était la même posture que son père adoptait lorsqu'il diagnostiquait un moteur. Les ingénieurs qui l'observaient ne pouvaient rien entendre de significatif, juste un tintement métallique. Mais pour Mathieu, ce son racontait une histoire. Après 30 secondes, il ouvrit les yeux et plaça le piston à sa droite. Il prit le second, répéta le processus. Celui-ci sonna légèrement différemment, une note plus basse, moins vibrante, il le plaça à sa gauche. Le troisième produisit un son qui fit immédiatement froncer les sourcils de Mathieu. « Celui-là », dit-il à voix haute,
sachant qu'il l'entendait de l'extérieur. Le troisième est très contaminé. Laurent se tourna vers Sophie, qui tenait une tablette avec les registres. De quel lot s'agit-il? Lot 847, produit il y a 3 semaines à la fonderie de Mulhouse. Et les deux autres? Le premier est du lot 823, il y a 2 mois. Le second du 835, il y a 5 semaines. Laurent appuya sur l'interphone. Mathieu, peux-tu être plus précis? Quel type de contamination? L'enfant prit à nouveau le piston problématique, l'examina sous la lumière, puis le frappa à différents endroits. Chaque coup produisait un son légèrement distinct, comme des notes de musique désaccordées dans une mélodie. « Il y a du plomb, dit-il. Mon papa m'a appris que le plomb rend l'aluminium plus sourd, comme si le métal était fatigué. Mais il y a autre chose, quelque chose que je ne reconnais pas complètement. » Gabriel s'approcha de l'interphone. « Mathieu, ton père t'a-t-il parlé d'alliage spécifique? A-t-il déjà mentionné avoir travaillé avec des alliages de qualité militaire? » La question sembla étrange, mais Mathieu réfléchit attentivement avant de répondre. Il a dit qu'il avait une fois travaillé sur un projet spécial, quelque chose sur des moteurs pour véhicules tactiques. Il a dit que les alliages devaient être parfaits parce que la vie des soldats en dépendait. Laurent s'éloigna brusquement du verre comme s'il avait été frappé. Son visage avait perdu toute couleur. Hélène le remarqua immédiatement. « Monsieur Dubois, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, mentit-il, mais sa voix se brisa. « Gabriel, j'ai besoin de te parler maintenant. » Ils s'éloignèrent du groupe, se dirigeant vers un coin du couloir. Laurent semblait au bord de l'effondrement. Il s'appuya contre le mur, respirant profondément. « Gabriel, savais-tu qui était le mari d'Hélène? Savais-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Xavier Leclerc? Ce nom ne te dit rien ?» Gabriel réfléchit un instant, puis ses yeux s'ouvrirent complètement. « Attends, Xavier Leclerc, le mécanicien qui a travaillé sur le projet Faucon il y a... Mon Dieu, il y a 12 ans. Le même !» Laurent murmura en passant ses mains dans ses cheveux. « Et moi c'est moi qui l'ai renvoyé de ce projet. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'implications que Gabriel commençait à comprendre. « Laurent, qu'as-tu fait? Le projet Faucon était ma première grande opportunité en tant que directeur. » Laurent commença, sa voix à peine audible. « Contrat militaire, des millions en jeu. Xavier Leclerc était le meilleur mécanicien de l'équipe. Tout le respectait, mais j'étais jeune, arrogant. J'avais besoin de prouver que j'étais aux commandes. » Gabriel ferma les yeux, sachant exactement où allait cette histoire. Xavier a trouvé un problème dans les alliages que nous utilisions. Laurent continua. Il a dit qu'il ne respectait pas les spécifications militaires, qu'il pourrait tomber en panne sous un stress extrême. Il voulait arrêter la production, faire des tests supplémentaires. Et tu ne l'as pas laissé faire. Gabriel compléta la phrase. Je lui ai dit qu'il exagérait. Je lui ai dit qu'un mécanicien de garage n'avait pas l'éducation nécessaire pour remettre en question des ingénieurs avec des doctorats. Je l'ai humilié devant toute l'équipe, exactement comme j'ai humilié son fils aujourd'hui. La dévastation sur le visage de Laurent était totale. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était le poids d'une connexion qui rendait tout ce qui s'était passé ce jour-là 1000 fois pire. Je l'ai licencié pour insubordination, Laurent confessa. Je lui ai dit que s'il ne pouvait pas suivre les ordres sans les remettre en question, qu'il s'en aille, et il est parti. Et le projet a continué sans lui. Et qu'est-il arrivé au projet Faucon? Laurent rit amèrement. 3 des véhicules sont tombés en panne lors d'opérations sur le terrain. Des pannes de moteur, exactement là où Xavier l'avait prédit. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais des blessures, Gabriel, des hommes ont subi de graves brûlures. Le contrat a été annulé. L'entreprise a perdu des millions et j'ai failli perdre ma carrière. Mais tu as survécu, Gabriel observa. J'ai survécu parce que mon père avait des contacts. Parce que nous avons pu étouffer le scandale, parce que nous avons payé des indemnités silencieuses. Laurent glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. Et Xavier Leclerc a été mis sur liste noire de l'industrie automobile. Personne n'a voulu l'embaucher après qu'il ait causé des problèmes sur un projet militaire. Gabriel s'assit à côté de son patron, traitant l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. C'est pour ça qu'il a fini par travailler dans de petits garages. C'est pour ça qu'il est mort sous une voiture avec un cric hydraulique bon marché. Laurent murmura, les larmes coulant librement. Maintenant, s'il avait conservé sa carrière, s'il avait eu les ressources, l'équipement adéquat. Tu ne peux pas te blâmer pour un accident, Gabriel dit, bien qu'il ne semblait pas très convaincu. Je ne peux pas? Tu ne vois pas le lien? J'ai détruit sa carrière à cause de mon ego. Il a fini par travailler dans des conditions dangereuses parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Et aujourd'hui, son fils a dû me sauver de commettre exactement la même erreur encore une fois. La voix de Sophie, interrompue par l'interphone du couloir. « Monsieur Dubois, Gabriel, vous devez voir ça. » Mathieu a terminé l'analyse. Les 2 hommes se levèrent, Laurent essuyant rapidement son visage. Quand ils retournèrent à la fenêtre d'observation,
Ils trouvèrent Hélène les regardant avec une expression étrange, comme si elle avait senti que quelque chose d'important avait été discuté. Mathieu se tenait dans la salle, les 3 pistons organisés en une rangée claire. Il montra le premier, celui-ci est le plus propre. L'alliage est presque pur, seulement des traces minimes d'autres éléments. Il est sûr. Il montra le second. Celui-ci a un peu de contamination, mais dans des limites acceptables, il fonctionnerait probablement sans problème, bien qu'il ne soit pas idéal pour la compétition. Enfin, il montra le troisième. Celui-ci est très contaminé, du plomb assurément, mais il y a aussi autre chose. Un alliage qui ne devrait pas être là. Si ce piston était utilisé dans un moteur à grande vitesse, il tomberait en panne, et quand il tomberait en panne, cela pourrait provoquer un incendie. La précision du diagnostic laissa tout le monde silencieux. Philippe, qui était resté sceptique même après la fracture, s'approcha du verre avec une expression d'étonnement total. Un enfant de 11 ans vient de faire une analyse qui nous aurait coûté 50 000 € et 2 semaines en laboratoire, murmura Sophie, vérifiant frénétiquement les registres sur sa tablette. Laurent, c'est grave. Le lot 847 a été utilisé dans 73 moteurs déjà expédiés aux clients. 73. Laurent sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds, y compris les prototypes que nous avons envoyés au Japon, y compris cela. La crise qu'ils avaient cru gérable venait de se transformer en catastrophe potentielle. 73 moteurs avec des pistons contaminés entre les mains des clients, certains probablement déjà installés dans des véhicules qui pourraient être testés sur des pistes à grande vitesse. Nous devons lancer un rappel produit immédiat, Gabriel dit, sa voix de commandement prenant le contrôle. Contacter chaque client, récupérer chaque moteur avant que quelqu'un ne meure. Laurent compléta, l'ironie n'échappant à personne. 12 ans après avoir ignoré Xavier Leclerc à propos d'alliage défectueux, il était sur le point de commettre la même erreur fatale, sauf que cette fois le fils de Xavier l'avait sauvé. Mathieu sortit de la salle acoustique en retirant les gants de sécurité qui lui étaient trop grands. Hélène l'enveloppa immédiatement dans une étreinte, murmurant des mots de fierté à son oreille. L'enfant la serra en retour, mais ses yeux étaient fixés sur Laurent. Il y avait quelque chose dans l'expression du cadre que Mathieu ne pouvait pas complètement déchiffrer. C'était plus que de la gratitude ou de la honte. Cela semblait être une ancienne douleur, une culpabilité profonde. « Monsieur Dubois », Mathieu dit doucement. « Vous connaissiez mon papa ?» La question tomba comme une bombe. Hélène se figea. Les ingénieurs échangèrent des regards gênés. Gabriel ferma les yeux, sachant que ce moment était inévitable. Laurent s'agenouilla devant l'enfant pour la 2e fois ce jour-là, mais cette fois c'était différent. Il n'y avait pas d'orgueil blessé ou d'arrogance brisée. Il n'y avait qu'un homme confrontant la pire erreur de sa vie à travers les yeux du fils de sa victime. « Oui », dit-il simplement. « J'ai connu ton père. » Hélène recula d'un pas, sa main couvrant sa bouche. « Quoi? Quand? » Xavier n'a jamais. « Il y a 12 ans. » Laurent répondit sans quitter Mathieu des yeux. « Ton père a travaillé pour moi sur un projet très important. Il était extraordinaire, le meilleur dans ce qu'il faisait. Et que s'est-il passé ?» Mathieu demanda, bien que quelque chose dans son ton suggérait qu'il soupçonnait déjà la réponse. « J'étais jeune et stupide. Ton père a trouvé un problème que je ne voulais pas voir. Il m'a dit que les alliages que nous utilisions n'étaient pas sûrs et moi, au lieu de l'écouter. » Sa voix se brisa. Hélène avait commencé à pleurer. Des pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais complètement compris commençaient à s'assembler. Elle se souvenait de Xavier rentrant à la maison il y a 12 ans, défait, disant qu'il avait été licencié pour avoir posé trop de questions. Elle se souvenait de la difficulté qu'il avait eue à trouver du travail par la suite, comment sa réputation avait été ternie. « Vous avez ruiné sa carrière », Hélène dit. Ce n'était pas une question, mais une douloureuse réalisation. « Oui », Laurent admit. Et je suis sûr que j'ai indirectement contribué aux circonstances qui ont conduit à sa mort. S'il avait conservé sa position, ses ressources, son accès à un équipement adéquat, il serait encore en vie. Hélène termina, la voix brisée. Le hangar, qui quelques instants auparavant était rempli d'une activité urgente, était maintenant plongé dans un silence horrible. Les ingénieurs qui avaient tout vu ne savaient pas où regarder. Sophie avait des larmes coulant sur son visage. Philippe avait dû s'asseoir, accablé par la tragédie qui se déroulait. « Mon papa n'a jamais dit du mal de vous », Mathieu dit finalement, sa voix étonnamment calme. Quand je lui demandais pourquoi il ne travaillait pas dans de grands endroits, il disait seulement que parfois faire ce qui est juste a un prix. Laurent sanglota audiblement. « Ton père était un homme meilleur que je ne le serai jamais, mais vous pouvez essayer de l'être. » Mathieu continua. « Mon papa m'a aussi appris qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Aujourd'hui, en demandant de l'aide, en m'écoutant, en admettant vos erreurs, vous faites ce que mon papa aurait voulu que vous fassiez. » La sagesse des paroles de l'enfant était anormale pour quelqu'un de son âge. Mais Xavier avait élevé son fils pour comprendre que le pardon n'était pas une faiblesse, mais la plus haute forme de force. Hélène s'approcha de Laurent, qui était toujours agenouillé. Elle le regarda un long moment, traitant 12 ans de lutte,
de questions sans réponse, de se demander pourquoi son mari avait été traité si injustement. Xavier m'a dit quelque chose avant de mourir. Elle parla doucement. Il était à l'hôpital après l'accident. Il savait qu'il n'allait pas survivre. Il m'a pris la main et m'a dit « Ne garde de rancune contre personne. La rancune n'empoisonne que celui qui la porte. » Hélène. Laurent commença, mais elle leva une main. « Je ne peux pas dire que je vous pardonne tout de suite. Cela prendrait du temps, être des années. Ce que vous avez fait à mon mari était injuste et cruel. Mais, elle regarda son fils, vit la compassion dans ses yeux. Mais Xavier a élevé notre fils pour qu'il soit meilleur que nous. Et Mathieu vous donne déjà une chance que vous ne méritez peu. Je ne la mérite pas. Laurent acquiesça. Mais je vais passer le reste de ma vie à essayer de la gagner. Il se leva, s'essuyant le visage. Quand il parla à nouveau, sa voix avait retrouvé de la force. Mais c'était une force différente. Ce n'était pas l'arrogance du pouvoir, mais la détermination de quelqu'un qui avait enfin compris le poids de ses actions. Gabriel, lancez le rappel produit immédiatement. Je veux que tous les moteurs du lot 847 soient de retour ici en 48 heures, quel qu'en soit le coût. Ça va être extrêmement cher, Gabriel prévint. Je me fiche si quelqu'un meurt parce que j'ai été trop radin pour faire un rappel approprié, je ne pourrai pas vivre avec ça. Il regarda Mathieu. J'ai déjà assez sur la conscience. Il se tourna vers Sophie. Contactez notre service juridique. Je veux qu'ils enquêtent sur tout ce qui concerne le licenciement de Xavier Leclerc il y a 12 ans. S'il y a un moyen de dédommager sa famille rétroactivement, je veux que cela soit fait. Pause Ren. Laurent, cela pourrait exposer l'entreprise à des poursuites. Philippe protesta. Qu'il en soit ainsi. Je préfère être poursuivi plutôt que de continuer à être le genre d'homme qui détruit des carrières par ego. Il regarda Hélène. Je ne peux pas vous rendre votre mari. Je ne peux pas vous rendre les 12 années où vous avez lutté seul, mais je peux essayer de rendre les choses un peu moins difficiles à partir de maintenant. Que suggérez-vous ? Hélène demanda prudemment. J'offre un poste permanent de consultante qualité à temps plein, pas personnel de nettoyage, consultante, avec un salaire de 5 000 € par mois et tous les avantages, et un fonds éducatif complet pour Mathieu, dès maintenant, et jusqu'à ce qu'il termine l'université de son choix. Le hangar explosa en murmures. C'était une offre extraordinaire qui allait bien au-delà de toute compensation raisonnable. Et une chose de plus, Laurent continua. Je veux créer la bourse Xavier Leclerc, une bourse annuelle complète pour les enfants de travailleurs automobiles qui souhaitent étudier l'ingénierie. En mémoire d'un homme qui en savait plus que nous tous réunis, mais qui n'a jamais eu l'occasion de le démontrer correctement. Hélène commença à pleurer de manière incontrôlable. Ce n'était pas des larmes de tristesse, mais d'un mélange complexe de douleur pour ce qu'elle avait perdu et de soulagement que finalement le sacrifice de son mari était reconnu. Mathieu étreignit sa mère, la laissant pleurer contre son épaule. C'était un rôle inversé, le fils consolant la mère, mais il le faisait avec une maturité qui brisait le cœur. « Maman », murmura-t-il, « papa serait fier de toi, et je crois qu'il serait fier que nous donnions une chance à Monsieur Dubois. Ton père a toujours été une meilleure personne que moi. » Hélène répondit entre ses larmes. « Je suppose que nous avons élevé un fils qui a hérité de cela. » Laurent observait la scène, sentant le poids complet de ce qu'il avait fait et ce qu'il devait faire pour y remédier. Il savait qu'aucune somme d'argent ou d'excuses n'effacerait le passé, mais juste peu, il pouvait honorer la mémoire de Xavier Leclerc en devenant le genre de leader pour lequel cet homme aurait mérité de travailler. Monsieur Dubois. Mathieu s'approcha en tendant sa petite main. J'accepte au nom de ma famille, mais à une condition. N'importe laquelle, Laurent dit en serrant la main de l'enfant. Que lorsque vous créerez la bourse au nom de mon papa, vous racontiez son histoire complète. Pas seulement qu'il était un bon mécanicien, mais qu'il était un homme qui a fait ce qui est juste même quand cela lui a tout coûté, afin que d'autres jeunes apprennent que l'intégrité compte plus que le succès. Laurent hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Cet enfant de 11 ans lui donnait des leçons de leadership qu'aucun MBA ne pourrait enseigner. Marché conclu, il réussit finalement à dire. Ce qu'aucun d'eux ne savait à ce moment-là, c'est que l'histoire de ce jour allait fuiter, qu'un ingénieur enregistrerait une partie de la confrontation, qu'en quelques semaines, l'histoire du jeune génie et du cadre humilié deviendrait virale, et que cette viralité apporterait à la fois des opportunités incroyables et des dangers que personne d'entre eux n'aurait pu anticiper. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour qui changea tout chez Innovoto France. Le rappel massif était en cours. Les 73 moteurs compromis étaient récupérés un par un. Laurent avait tenu toutes ses promesses. Hélène avait maintenant son propre bureau avec son nom sur la porte. Mathieu avait un fonds éducatif qui garantissait son avenir et les documents pour la bourse Xavier Leclerc étaient en cours de finalisation. Mais rien de tout cela ne prépara la famille Leclerc à ce qui arriva lorsqu'Antoine Durand
L'ingénieur, qui avait été particulièrement bruyant dans ses moqueries initiales, publia une vidéo sur les réseaux sociaux. C'était un clip de 45 secondes filmé discrètement avec son téléphone portable. Il montrait Mathieu expliquant le cylindre 3, Laurent riant cruellement, puis le moment où Gabriel confirma que l'enfant avait raison. Antoine l'avait intitulé « Jeune génie humilie cadre millionnaire et sauve un projet de 50 millions ». La vidéo explosa. En 24 heures, elle avait 2 millions de vues. En 48, elle avait franchi la barre des 10 millions. Les médias de tout le pays commencèrent à appeler. Les chaînes de télévision voulaient des interviews. Les magazines automobiles demandaient l'histoire complète et les réseaux sociaux ne cessaient de commenter. « Cet enfant en sait plus que des ingénieurs avec des doctorats », disait un commentaire avec 50 000 likes. « L'humilité du cadre à la fin restaure ma foi en l'humanité », disait un autre. « Quelqu'un d'autre pleure. Cette histoire est magnifique », commentait une troisième personne. Mais tous les commentaires n'étaient pas positifs. Certains utilisateurs commencèrent à enquêter plus profondément, cherchant des informations sur Innovoto, sur Laurent Dubois, sur le projet Faucon d'il y a 12 ans, et ce qu'ils trouvèrent commença à changer le récit. Saviez-vous que ce cadre a été impliqué dans un scandale militaire il y a des années? Publia un compte de nouvelles automobiles. Véhicules défectueux, soldats blessés, les registres publics sont là. Le père de l'enfant a travaillé pour lui et a été licencié injustement, ajouta un autre compte d'investigation. C'est plus profond qu'il n'y paraît. Assise dans son nouveau bureau, Hélène lisait les commentaires le cœur battant. Mathieu était à l'école, ignorant la tempête médiatique qui se formait. Laurent avait convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. « Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne viral comme ça », Sophie disait en consultant les statistiques sur son ordinateur. Elle était dans le bureau de Laurent avec Gabriel, Philippe et Hélène. Les mentions d'Innovoto ont augmenté de 1000%. Certaines positives, beaucoup compliquées. « Complicated est un euphémisme », Philippe ajouta en montrant sa tablette. « Nous avons des reporters qui campent devant le bâtiment. Le consortium japonais reçoit des questions sur la raison pour laquelle ils ont fait affaire avec nous après le scandale du projet Faucon. » Laurent était debout près de la fenêtre, regardant dans la rue où l'on voyait effectivement plusieurs camionnettes de presse. Sa posture était tendue, mais différente de l'arrogance d'il y a quelques semaines. C'était la tension de quelqu'un qui savait qu'il devrait enfin affronter son passé publiquement. « Que veux-tu faire » Gabriel demanda directement. « Dire la vérité », Laurent répondit sans se retourner. « Complète, sans dissimulation. » Laurent, les avocats conseillent de ne pas faire de déclaration publique sur le projet Faucon. Philippe prévint, cela pourrait rouvrir des enquêtes, des poursuites. Qu'elle rouvre. Laurent se retourna. Son expression était d'une détermination absolue. J'ai passé 12 ans à me cacher derrière des avocats et des accords de confidentialité. J'ai promis à un enfant de 11 ans que je raconterais l'histoire complète de son père. Je vais tenir cette promesse. Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes. Monsieur Dubois, si vous faites cela, vous pourriez tout perdre. Hélène, j'ai déjà perdu le plus important il y a 12 ans quand j'ai laissé l'ego détruire mon intégrité. Ce que je perds maintenant ne sera que de l'argent et de la réputation, des choses qui peuvent être reconstruites, ou qui peuvent vous détruire pour toujours. Philippe insista. Alors elles me détruiront, Laurent dit simplement, mais au moins je tomberai en disant la vérité. Cet après-midi-là, Laurent organisa une conférence de presse, non pas dans l'auditorium corporatif habituel, mais dans le même hangar où tout avait commencé. Ils installèrent un simple podium, des microphones, et permirent à tous les médias qui le souhaitaient d'y assister. Quand Hélène arriva avec Mathieu, qui venait de sortir de l'école, l'endroit était bondé. Caméras de télévision, reporters avec des enregistreurs, photographes. L'enfant s'accrocha à la main de sa mère, accablé par la foule. « Maman, pourquoi y a-t-il tant de monde? Monsieur Dubois va parler de ton papa. » Hélène expliqua doucement. « Il va raconter la vérité sur ce qui s'est passé. » Laurent apparut sur le podium, vêtu non pas de son costume de cadre habituel, mais de vêtements décontractés, jeans et chemises simples. C'était un signe symbolique. Il ne parlait pas en tant que PDG d'Innovoto, mais en tant qu'homme confrontant ses erreurs. « Bonsoir », commença-t-il. Sa voix amplifiée par les microphones. « Mon nom est Laurent Dubois, et il y a 3 semaines, j'ai commis une erreur qui a failli me coûter tout. Mais cette erreur n'était que la plus récente d'une longue histoire d'erreurs qui commence il y a 12 ans. » Le hangar fut plongé dans un silence absolu. Les reporters qui avaient chuchoté entre eux se turent. Les caméras se focalisèrent entièrement sur lui. Il y a 12 ans, j'étais un jeune directeur de projet arrogant et désespéré de prouver ma valeur. Nous avions un contrat militaire important, le projet Faucon, pour développer des moteurs de véhicules tactiques. Et nous avions le meilleur mécanicien du pays travaillant dans notre équipe, Xavier Leclerc. Hélène serra la main de Mathieu. Certaines caméras se tournèrent vers eux, captant l'émotion sur leur visage. Xavier a trouvé un problème dans les alliages que nous utilisions. Laurent continua, sa voix commençant à se briser.
Il m'a dit qu'il ne respectait pas les spécifications, qu'il pourrait tomber en panne sous le stress. Et moi, dans mon arrogance infinie, je lui ai dit qu'un mécanicien sans diplôme universitaire n'avait pas le droit de remettre en question des ingénieurs avec des doctorats. Les reporters commencèrent à prendre des notes frénétiquement. C'était la confession qu'ils attendaient. Je l'ai humilié devant son équipe. Je l'ai licencié pour insubordination. Je l'ai mis sur liste noire dans l'industrie automobile pour que personne d'autre ne l'embauche. J'ai détruit sa carrière parce que mon ego était plus important que la sécurité. Mathieu avait commencé à pleurer silencieusement. Hélène l'étreignit, ses propres larmes tombant sur les cheveux de son fils. Et Xavier Leclerc avait raison. Laurent éleva la voix. Les véhicules sont tombés en panne, des soldats ont été blessés, et j'ai utilisé l'argent et les relations de ma famille pour étouffer le scandale, payer des accords silencieux et poursuivre ma carrière comme si rien ne s'était passé. Le hangar explosa en murmures. C'était plus que ce qu'aucun média n'avait espéré. Ce n'était pas seulement un aveu d'erreur, c'était une confession complète de corruption corporative. Xavier Leclerc n'a jamais pu se remettre de ce que je lui ai fait. Laurent continua, les larmes maintenant visibles sur son visage. Il a travaillé dans de petits ateliers, dans des conditions précaires, parce que je me suis assuré qu'il n'ait pas d'autre choix. Et il y a 3 ans, il est mort dans un accident en aidant un voisin qui ne pouvait pas se permettre un atelier professionnel. Sa voix se brisa complètement. Il dut s'arrêter, respirer profondément, s'essuyer le visage. Je ne peux pas dire que ma liste noire a directement tué Xavier Leclerc, mais je peux dire que j'ai contribué aux circonstances qui ont conduit à sa mort. Et pendant 12 ans, j'ai vécu avec cette culpabilité enfouie, me convainquant que je ne faisais que mon travail. Gabriel, observant de côté, sentait sa propre gorge se serrer. Il connaissait Laurent depuis 15 ans, mais ne l'avait jamais vu ainsi, complètement vulnérable, complètement honnête. Il y a 3 semaines, le fils de Xavier Leclerc, un enfant de 11 ans nommé Mathieu, est venu dans ce hangar avec sa mère Hélène, qui travaille ici au nettoyage. Et j'ai commis la même erreur encore une fois. Je l'ai humilié, je me suis moqué de lui. J'ai parié le travail de sa mère contre ses connaissances. Les caméras se déplacèrent pour capter la réaction de Mathieu, qui regardait maintenant directement Laurent avec une expression mêlant douleur et quelque chose de plus profond. Et cet enfant, en écoutant simplement un moteur, a diagnostiqué un problème que 30 ingénieurs diplômés n'avaient pas trouvé. Il a sauvé notre projet, a probablement sauvé des vies et m'a appris la leçon la plus importante que j'ai apprise en 42 ans. Que la connaissance ne vient pas des diplômes ou des positions, mais de la passion, du dévouement et de la volonté de faire ce qui est juste. Laurent fit une pause, cherchant Mathieu et Hélène dans la foule. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il hocha légèrement la tête. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, non pas pour nettoyer mon image corporative ou protéger la réputation d'Innovoto. Je suis ici pour tenir une promesse que j'ai faite à cet enfant. Raconter l'histoire complète de son père. Xavier Leclerc fut un héros que l'industrie automobile n'a pas mérité. Un homme qui a choisi l'intégrité plutôt que la carrière, la vérité plutôt que la commodité. L'émotion dans le hangar était palpable. Plusieurs reporters avaient les larmes aux yeux. Les caméramens continuaient d'enregistrer, capturant chaque seconde de cette confession extraordinaire. Aujourd'hui, j'annonce la création de la bourse Xavier Leclerc. Laurent continua en retrouvant un peu de calme. Une bourse complète pour les enfants de travailleurs automobiles qui veulent étudier l'ingénierie. Mais ce ne sera pas seulement une bourse. Ce sera un programme qui raconte l'histoire de Xavier, qui enseigne aux jeunes ingénieurs que l'intégrité vaut plus que n'importe quel contrat, que d'écouter tout le monde dans votre équipe est plus important que de maintenir des hiérarchies. Il s'essuya le visage une fois de plus. Et enfin, je démissionne de mon poste de PDG d'Innovoto France. L'annonce tomba comme une bombe. Les reporters crièrent des questions simultanément. Les caméras s'affolèrent pour capter les réactions. Gabriel fit un pas en avant, surpris, mais Laurent leva une main. Je ne peux pas diriger cette entreprise en portant la culpabilité de ce que j'ai fait à Xavier Leclerc. Ce ne serait pas juste pour les employés qui méritent un leader intègre. À ma place, je propose Gabriel Lambert, un homme qui a démontré pendant 15 ans que l'excellence technique et l'humanité peuvent coexister. Gabriel resta paralysé. Cela n'avait pas fait partie du plan. Laurent ne lui avait rien dit. Mais je ne quitte pas Innovoto complètement. Laurent ajouta, je vais travailler à l'atelier comme technicien apprenti sous la supervision d'Hélène Leclerc. Qui en sait plus sur le fonctionnement réel de cette entreprise que moi ne le saurais jamais. Hélène lâcha un son entre rire et pleurs. C'était surréaliste. L'homme d'affaires millionnaire qui l'avait humilié s'offrait maintenant à travailler sous sa supervision. J'ai beaucoup à apprendre, Laurent conclut. Sur les moteurs, sur les gens, sur le leadership, et je vais apprendre des personnes que j'ai sous-estimées toute ma carrière. À commencer par la famille Leclerc. Il descendit du podium sans prendre de questions. Les reporters criaient, les caméras le suivaient,
mais il marcha directement vers Mathieu et Hélène. Il s'agenouilla devant l'enfant, se mettant à sa hauteur pour la 3e fois. « J'ai tenu ma promesse », dit-il doucement, assez bas pour que seuls eux puissent l'entendre malgré le chaos ambiant. « J'ai raconté l'histoire complète de ton père, et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'honorer sa mémoire. » Mathieu le regarda un long moment. Puis, à la surprise de tous, il l'étreignit. C'était l'étreinte d'un enfant à un adulte qui apprenait à être meilleur. Une étreinte qui disait que le pardon était possible, que la rédemption était réelle. Les caméras capturèrent ce moment. L'image d'un enfant de 11 ans étreignant l'homme qui avait détruit la vie de son père deviendrait iconique. Elle apparaîtrait sur les couvertures de magazines, dans les journaux télévisés nationaux, dans des articles sur le leadership et la rédemption. Mais pour Mathieu, il ne s'agissait pas de l'image, il s'agissait de quelque chose que son père lui avait enseigné, que tous méritent une seconde chance s'ils sont prêts à faire le difficile travail de changer. Cette nuit-là, dans le petit appartement où Hélène et Mathieu vivaient, ils regardèrent les nouvelles ensemble. Chaque chaîne parlait de la conférence. Les commentaires sur les réseaux sociaux s'étaient multipliés par millions. « Maman », Mathieu demanda en regardant. « Papa serait fier ?» Hélène le serra fort. « Ton papa serait plus fier de toi que de toute autre chose au monde. Non seulement pour être intelligent, mais pour avoir un cœur qui choisit le pardon plutôt que la rancune. Too well. Papa me manque. » Mathieu murmura les premières larmes qu'il versait librement depuis que tout avait commencé. « Moi aussi, mon chéri, chaque jour. Mais, tu sais ce que je pense ?» Hélène caressa ses cheveux. « Je pense que papa nous regarde. Et je pense qu'il sourit parce que son fils fait exactement ce qu'il aurait fait. Utiliser ses connaissances pour aider et utiliser son cœur pour guérir. » Le téléphone d'Hélène vibra. C'était un message de Gabriel. « Réunion demain 9. Des personnes importantes veulent rencontrer Mathieu. Opportunité que nous n'aurions jamais imaginée. » Hélène lut le message avec un mélange d'émotion et de peur. Le monde avait vu son fils, et cela signifiait que sa vie tranquille était sur le point de changer d'une manière qu'elle ne pouvait prédire. « Mathieu, je crois que tout est sur le point de changer, » elle dit doucement. « Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, mon chéri, mais nous y ferons face ensemble, comme toujours. » Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que parmi les millions de personnes qui avaient vu la vidéo et la conférence de presse, il y avait quelqu'un qui avait reconnu Mathieu, quelqu'un du passé de Xavier qui le cherchait depuis des années, quelqu'un qui détenait des informations qui changeraient tout ce qu'il pensait savoir sur l'accident qui avait coûté la vie à Xavier Leclerc. Et cette personne était en route pour les trouver, apportant avec elle des vérités à la fois belles et dévastatrices. L'histoire de Mathieu et Laurent avait captivé le monde, mais la vraie histoire, la complète, commençait tout juste à se révéler. La femme qui apparut à la réception d'Innovoto France 2 jours après la conférence de presse ne semblait pas avoir plus de 60 ans, mais elle portait la dignité de quelqu'un qui avait beaucoup vécu. Elle tenait une mallette en cuir usé et ses yeux, de la même couleur noisette que ceux de Mathieu, se remplirent de larmes dès qu'elle vit la photo de l'enfant dans l'article de magazine posé sur le comptoir de la réception. « J'ai besoin de parler à Hélène Leclerc », dit-elle d'une voix tremblante à Pauline, la réceptionniste. « C'est urgent. C'est à propos de Xavier. » Pauline, qui avait appris à être plus observatrice après tout ce qui s'était passé, remarqua quelque chose dans la façon dont la femme prononçait ce nom. Ce n'était pas la curiosité d'une étrangère, c'était une douleur familière. « Vous connaissiez Xavier Leclerc ?»« C'était mon frère. » La femme répondit, et les larmes tombèrent finalement. « Et je cherche sa famille depuis 3 ans. » As is like. 15 minutes plus tard, Hélène était assise dans son bureau face à une femme qui s'était présentée comme Irène Leclerc. Mathieu avait été appelé de l'école et était maintenant assis à côté de sa mère, étudiant cette tante qu'il n'avait jamais connue. « Je ne savais pas que Xavier avait une sœur », Hélène dit prudemment. Son mari avait toujours été réservé sur sa famille, disant seulement qu'il s'était éloigné il y a des années. « Nous nous sommes disputés il y a 15 ans, Irène expliqua, sa voix brisée par le regret. « Une discussion stupide à propos d'argent, à propos de l'héritage de nos parents. J'ai dit des choses horribles. Il a dit qu'il ne voulait plus rien savoir de moi et moi. Dans mon orgueil, je l'ai laissé partir. » Mathieu écoutait avec une attention absolue. Son père n'avait jamais mentionné avoir des frères et sœurs. « J'ai essayé de le chercher pendant des années. » Irène continua en sortant des papiers de sa mallette, mais Xavier avait changé de ville. Il travaillait dans de petits ateliers qui n'avaient pas de registre formel. C'était comme s'il avait disparu. Et quand je l'ai finalement trouvé, sa voix se brisa complètement. Hélène lui tendit une boîte de mouchoirs, son propre cœur s'accélérant avec une anticipation douloureuse. Quand je l'ai finalement trouvé, ce fut parce que j'ai vu son nom dans le rapport de l'accident. Je suis arrivé 3 jours après ses funérailles. Irène sanglota ouvertement maintenant. 3 jours trop tard pour lui demander pardon, pour lui dire que je l'aimais, pour connaître mon neveu. Mathieu sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette femme avait perdu son frère de la même manière qu'il avait perdu son père. Il tendit sa petite main et prit celle d'Irène.
Elle regarda cette main, si semblable à celle de Xavier, et pleura encore plus fort. « Je suis tellement désolée, » Irène murmura. « Je suis désolée de ne pas avoir été là. Je suis désolée que mon orgueil m'ait fait perdre 15 ans avec mon frère. »« Pourquoi venez-vous maintenant ?» Hélène demanda. Non pas avec hostilité, mais avec un besoin sincère de comprendre. Après 3 ans, Irène respira profondément en essayant de retrouver son calme. « Parce que j'ai vu la vidéo, j'ai vu Mathieu diagnostiquer ce moteur, et c'était comme revoir Xavier. Mon frère faisait exactement ça. Il bougeait la tête de la même façon. Il écoutait avec la même concentration. » Elle sortit plus de papier de sa mallette. « Et parce que j'ai besoin que vous connaissiez la vérité sur l'accident. » Hélène se crispa immédiatement. « Quelle vérité? C'était un accident. Le cric hydraulique a cédé. » « Il n'a pas cédé par défaut. » Irène dit doucement. « J'ai enquêté. J'ai engagé un inspecteur privé parce que quelque chose ne me semblait pas clair et j'ai découvert quelque chose que vous devez savoir. » Elle plaça des photographies sur le bureau. C'était celle de l'atelier où Xavier était mort, des restes du cric hydraulique, des rapports techniques. Le cric hydraulique avait un problème connu, Irène expliqua. Le fabricant avait émis un rappel 2 ans avant l'accident, mais le propriétaire de l'atelier, cherchant à économiser de l'argent, ne l'a jamais réparé. Il savait que l'équipement était dangereux et l'a quand même laissé en usage. Hélène couvrit sa bouche de ses 2 mains. Pendant 3 ans, elle avait pensé que la mort de Xavier avait été de la malchance, un destin cruel. Mais ceci, j'ai intenté une action civile contre le propriétaire de l'atelier. Irène continua. L'affaire a été réglée il y a 2 mois. J'ai gagné. Elle sortit une épaisse enveloppe et la plaça devant Hélène. L'accord était de 350 000 €. De l'argent qui aurait dû revenir à la famille de Xavier dès le début. Si j'avais été là pour me battre pour vous, Hélène ne pouvait pas traiter ce qu'elle entendait. 350 000 €, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. « Je ne veux pas cet argent », Irène dit fermement. « Il n'est pas à moi, il est à vous, il est à Mathieu. C'est le moins que je puisse faire après avoir fait défaut à mon frère. Nous ne pouvons pas accepter cela. » Hélène commença, mais Irène leva une main. « Hélène, laissez-moi finir. Y a-t-il autre chose que vous devez savoir sur Xavier? Quelque chose qui explique pourquoi il était si spécial? Pourquoi Mathieu a hérité de ce don extraordinaire ?» Elle sortit un vieux dossier rempli de papier jauni et de photographies décolorées. Notre père, le grand-père de Mathieu, fut l'un des concepteurs originaux des moteurs Ferrari en Italie dans les années 50. C'était un génie mécanique qui n'a jamais été crédité parce qu'il était immigré, parce qu'il n'avait pas les titres officiels. Mathieu se pencha en avant, fasciné. Hélène était également complètement absorbée. Papa a tout appris à Xavier. Irène continua en passant des photographies d'un homme âgé travaillant dans un atelier, d'un jeune Xavier observant avec une attention respectueuse. La technique de lecture par résonance, le diagnostic par le son, tout cela vient de notre père. Ce sont des techniques qui se perdent, parce que personne ne les documente, parce qu'elles sont considérées comme obsolètes. Mais elles ne sont pas obsolètes, Mathieu dit, sa voix pleine d'émerveillement. Elles sont parfaites, c'est de l'art, exactement. Irène sourit à travers ses larmes. Et toi, Mathieu, tu es la 3e génération de cette tradition. Ton arrière-grand-père a conçu des moteurs qui ont gagné des courses à Monza. Ton père aurait pu être le meilleur ingénieur automobile de sa génération si le système ne l'avait pas écrasé. Et toi, elle prit les mains de l'enfant avec tendresse. Toi, tu vas être ce qu'ils n'ont pas pu être. Tu vas avoir les opportunités qui leur ont été refusées et tu vas porter le nom Leclerc là où il aurait toujours dû être, au sommet de l'ingénierie automobile. À ce moment-là, on frappa à la porte. C'était Gabriel, accompagné de Laurent et de 3 personnes qu'Hélène ne reconnaissait pas. 2 hommes et une femme, tous vêtus formellement de costumes coûteux. Hélène, Mathieu, Gabriel dit clairement ému. Je vous présente le docteur François Dubois, directeur de l'Institut national des sciences appliquées, INSA, de Lyon, la docteure Anne Rousseau, doyenne de la faculté d'ingénierie de l'école polytechnique, et monsieur Takeshi Yamamoto, représentant du consortium automobile japonais. Les 3 visiteurs entrèrent avec des expressions de respect sincère. Le docteur Dubois fut le premier à parler. « Jeune Mathieu, nous avons vu les vidéos, nous avons lu votre histoire et nous aimerions vous offrir une bourse complète pour étudier l'ingénierie automobile dans notre institut, en commençant par un programme spécial pour jeunes talents. Non seulement cela, la docteure Rousseau ajouta. L'école polytechnique est également intéressée par la création d'un programme spécial de mentorat. Nous voulons documenter les techniques que votre père vous a enseignées, les préserver, les enseigner à la prochaine génération d'ingénieurs. Monsieur Yamamoto parla dans un français prudent mais correct, et le consortium japonais voudrait financer un laboratoire de recherche en votre nom, un endroit où les techniques traditionnelles et la technologie moderne pourraient être combinées. Hélène était submergée. Mathieu semblait sous le choc.
Irène pleurait à nouveau, mais cette fois de joie pure. Il y a plus. Laurent parla pour la première fois, et sa voix était différente. Ce n'était plus la voix du cadre arrogant, c'était la voix d'un homme humble. La bourse Xavier Leclerc a reçu des dons de 37 entreprises automobiles du monde entier. Nous avons des fonds pour octroyer des bourses à 100 étudiants chaque année, pendant les 10 prochaines années. Il s'agenouilla devant Mathieu, quelque chose qui était devenu sa posture habituelle, en parlant à l'enfant qui lui avait enseigné l'humilité. « Ton père a changé ma vie 2 fois, Laurent dit. Une fois il y a 12 ans en essayant de m'apprendre à faire ce qui est juste, et une autre fois il y a 3 semaines à travers toi, en réussissant finalement à me faire apprendre cette leçon. Tout ce qui se passe maintenant, toutes ces opportunités sont l'héritage de Xavier Leclerc. » Mathieu regarda sa mère, cherchant un guide. Hélène avait des larmes coulant sur son visage, mais elle hocha la tête. « Ton papa voudrait que tu saisisses ces opportunités, mon chéri, mais seulement si c'est ce que tu veux. » Irène ajouta rapidement. « Tu n'as pas à décider maintenant. Tu es un enfant, tu mérites d'être un enfant. » Mathieu réfléchit un long moment. Puis il parla avec une clarté qui surprit tous les adultes présents. « Mon papa m'a appris que la connaissance est une responsabilité, que quand tu sais faire quelque chose qui peut aider les autres, tu as l'obligation de le faire. Il a utilisé ses connaissances pour sauver des vies, pour aider des gens qui ne pouvaient pas se permettre des ateliers chers, pour m'enseigner tout ce qu'il savait. Il se leva, faisant face à tous ces adultes puissants, avec la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement qui il était. Je veux accepter ces opportunités. Je veux étudier, apprendre, grandir, mais pas pour être célèbre ou riche. Je veux le faire pour honorer mon papa, pour que ses connaissances ne meurent pas, pour que d'autres enfants comme moi, de familles comme la mienne, puissent avoir des opportunités. Le docteur Dubois sourit largement. C'est exactement le type d'étudiant que nous voulons, et c'est exactement le type d'ingénieur dont le monde a besoin. La docteure Rousseau ajouta. Monsieur Yamamoto s'inclina respectueusement. Votre père serait très fier. Gabriel s'essuya discrètement les yeux. Même les visiteurs distingués étaient visiblement émus. Ce n'était pas seulement un enfant intelligent, c'était un enfant avec le cœur au bon endroit. Il y a quelque chose que j'aimerais demander. Mathieu continua. Quelque chose d'important. N'importe quoi. Laurent répondit immédiatement. Je veux que ma tante Irène fasse partie de cela. Elle a connu mon grand-père, elle a appris de lui. Elle peut t'aider à documenter les techniques que mon papa m'a apprises. Et elle, sa voix se brisa légèrement. Elle est de ma famille. C'est la seule chose qui me reste de mon papa, à part maman. Irène lâcha un son entre sanglots et rires, se levant pour étreindre son neveu. Je serais honoré, mon amour. Je serais tellement honoré. Hélène se joignit à l'étreinte. Les 3 générations de Leclerc enfin réunies après des années de séparation, de douleur et de perte. Alors c'est décidé. Gabriel annonça en souriant largement. Un nouveau chapitre commence. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire continua de se dérouler d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. La confession de Laurent avait provoqué des enquêtes dans toute l'industrie automobile sur les pratiques corrompues. 5 autres dirigeants dans d'autres entreprises avaient été contraints de démissionner. Les réglementations de sécurité avaient été renforcées. Innovoto France, sous la direction de Gabriel, était devenu un modèle de transparence et d'éthique. Hélène, désormais directrice des relations du travail, avait mis en œuvre des programmes garantissant que chaque employé, quelle que soit sa position, soit écouté et valorisé. Laurent tint sa promesse. Il travaillait à l'atelier comme technicien apprenti, portant des combinaisons tachées de graisse au lieu de costumes coûteux. Les premiers jours furent humiliants, mais il en apprit plus sur sa propre entreprise en 2 semaines à l'atelier qu'en 10 ans au bureau de direction. « C'est ironique », dit-il un jour à Gabriel alors qu'il nettoyait des outils. « Il m'a fallu 42 ans pour comprendre ce que Xavier Leclerc a su toute sa vie. Que le vrai leadership ne consiste pas à être au sommet en regardant de haut, mais à être au milieu, travaillant aux côtés de tous. » Le programme de la bourse Xavier Leclerc fut officiellement lancé avec une cérémonie dans le même hangar où tout avait commencé. 100 étudiants de familles ouvrières reçurent des bourses complètes. Mathieu, bien que trop jeune pour fréquenter l'université, fut invité en tant qu'orateur. « Mon papa ne peut pas être ici pour voir ça », dit-il devant des centaines de personnes, y compris les médias nationaux et internationaux, mais je sais qu'il regarde quelque part et je sais qu'il sourit parce que c'est exactement ce qu'il aurait voulu. Que la connaissance ne se perde pas, que les opportunités ne dépendent pas de l'argent que vous avez, mais de la passion que vous apportez. Il fit une pause. Regardant sa mère au premier rang, sa tante Irène à côté d'elle, Laurent debout au fond avec sa combinaison de travail. « Mon papa m'a appris que les moteurs parlent si vous savez écouter. Mais il m'a aussi appris quelque chose de plus important, que les gens parlent si vous êtes prêts à écouter. Peu importe qu'ils soient cadres ou employés de nettoyage, ingénieurs ou mécaniciens,
Tous ont quelque chose de précieux à enseigner si vous avez l'humilité d'apprendre. L'auditoire se leva dans une ovation qui dura plusieurs minutes. Ce n'était pas seulement pour Mathieu, mais pour tout ce qu'il représentait. Une histoire de perte transformée en héritage, d'orgueil transformé en humilité, d'erreur transformée en rédemption. Cette nuit-là, Hélène emmena Mathieu et Irène au petit cimetière où Xavier était enterré. Ils avaient placé une nouvelle pierre tombale financée par les dons venus du monde entier. Elle ne portait plus seulement son nom et ses dates, elle disait maintenant Xavier Leclerc, 1975 à 2021. Maître mécanicien, père exceptionnel, homme d'intégrité, sa connaissance vivra à travers les générations. Mathieu posa un petit outil près de la pierre tombale, une clé à molette qui avait appartenu à son père. « Je t'ai promis que je ne laisserai pas tes connaissances mourir, papa. J'ai tenu ma promesse. » Hélène et Irène s'étreignaient, pleurant ensemble, guérissant ensemble les blessures que le temps et l'orgueil avaient créées. Xavier nous donne une dernière leçon. Irène dit doucement qu'il n'est jamais trop tard pour la famille, pour le pardon, pour faire les choses correctement et que l'amour ne meurt jamais. Il ne fait que changer de forme, Hélène ajouta. Il vit maintenant en Mathieu, en tous ces étudiants qui recevront des bourses, en chaque personne qui apprendra ces techniques que Xavier a préservées. Mathieu leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître. Il sentit, il ne savait pas si c'était réel ou imaginé, une présence chaleureuse, comme si son père était là, invisible, mais présent, fier de tout ce que son fils avait accompli. « Papa, murmura-t-il, j'ai changé le monde sans cesser d'être moi-même, comme tu me l'as appris. » Et à ce moment-là, Mathieu Leclerc, un enfant de 11 ans qui avait diagnostiqué un moteur en l'écoutant simplement, qui avait pardonné à l'homme qui avait détruit sa famille, qui avait transformé la perte en héritage, comprit la leçon la plus importante de toutes. Que le vrai succès ne se mesure pas en argent ou en titres, mais en combien de vies vous touchez, combien de personnes vous aidez, combien de biens vous laissez dans le monde. Son père avait été un simple mécanicien pour beaucoup, mais il avait été un géant d'intégrité, un maître de la connaissance, un héros silencieux. Et maintenant, 3 générations après qu'un immigré italien ait conçu des moteurs pour Ferrari sans crédit, son arrière-petit-fils était sur le point de porter cet héritage à des sommets que personne n'avait imaginés, non pas parce qu'il était plus intelligent que les autres, mais parce qu'il avait appris les leçons les plus importantes. L'humilité, l'intégrité et que la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée. Les moteurs parlent si vous savez écouter. Les gens parlent si vous êtes prêts à écouter. Et l'amour transcende la mort lorsqu'il se transforme en héritage. Tel était le véritable héritage de Xavier Leclerc, et c'était le plus précieux de tous.